Il est précisément 17h30. Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez avec ces quelques images extérieures pour vous accueillir ici même au cœur du lycée agricole de Brive-Voutezac. Son directeur Jacques Ferrand est à nos côtés, aux côtés de Dominique Graciel, le président du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, pour ce dernier débat que nous allons réaliser en intérieur. Nous allons rejoindre le plateau dans quelques instants. Merci en tout cas au lycée de nous accueillir ici, comme d'ailleurs l'ensemble des établissements qui, depuis le début de la semaine, ont permis la réalisation, Dominique Graciel, de ces débats décentralisés un peu partout aux quatre coins de cette grande région Nouvelle-Aquitaine, afin d'en apprécier non seulement la diversité, mais également la complémentarité, en tout cas du côté de l'enseignement professionnel qui aura été mis à l'honneur tout le long de cette semaine. Bonsoir mon cher Dominique. Oui, bonsoir à tous. Et une nouvelle fois à dire à M. Ferrand le plaisir qu'on a de se retrouver dans le lycée, parce que le lien entre la jeunesse, les étudiants des lycées de Bordeaux, Sciences Agro et le Salon dure depuis pas mal d'années, une vingtaine d'années, où on accueille, lorsque c'est possible, en physique des élèves. Mais en tout cas, c'est un plaisir de venir une nouvelle fois dans un lycée, puisqu'on a lancé un peu les opérations au lycée de Bazas. Ça a continué à Libourne, on est allé à Montmorillon, on est allé à Périgueux et aujourd'hui on vient à Brive, mais avec toujours autant de plaisir et le besoin exprimé aussi au nom du salon, le besoin que l'on a d'avoir des jeunes. Alors on parle toujours des bras que l'agriculture a besoin, mais aussi de la matière grise, parce qu'aujourd'hui le métier a évolué. Donc voilà, on est ici sur un débat qui nous est cher, puisqu'on va parler des fruits et légumes. Oui. Et notre région Nouvelle-Aquitaine, c'est dans les trois principales régions françaises productrices de fruits et légumes. Et sur un peu le message du salon, les fruits et légumes sont souvent un moyen de nouer des contacts dans les circuits courts très facilement entre le consommateur et le producteur, parce qu'ils sont souvent plus périssables que d'autres denrées. Donc ils ont cette mission-là aussi, et ils ont la mission très souvent sur les exploitations de créer de la valeur ajoutée supplémentaire. Donc voilà, et c'est un des enjeux de l'agriculture, de créer cette valeur pour être durable et pour permettre à des jeunes de s'installer. En tout cas, merci de votre accueil, monsieur le directeur. Merci. Et surtout, merci de nous avoir fait ce soleil. Je sais que c'est tout à fait dans vos compétences, mais c'est une réussite aujourd'hui. Pas de problème. Alors, monsieur le directeur, en effet, vous allez nous présenter votre établissement. Nous allons rejoindre ensuite Philippe à l'intérieur avec ses invités. Nous allons parler de cet enjeu très fort qu'il y a autour des fruits, des légumes, non seulement pour ce territoire de la Nouvelle-Aquitaine, mais au-delà d'ailleurs sur l'Hexagone, notamment parce que les consommateurs que nous sommes, bien, nous n'avons jamais été quelque part aussi près de ce fameux objectif que l'on martèle depuis longtemps, de manger 5 fruits et légumes par jour. Nous allons y revenir. Vous allez pouvoir, chers amis, poser des questions tout le long de ce nouveau direct. Pour celles et ceux qui nous suivent en direct, vous avez un numéro de SMS qui va s'afficher juste à côté de moi, le 06 44 63 07 14. Et puis si vous regardez en replay cette émission, bien sachez que vous allez pouvoir vous exprimer sur les réseaux sociaux avec un hashtag Parlons Agriculture NA, parce que si nous arrêtons ce soir la tournée des débats et la semaine de ce salon de l'agriculture, eh bien elle peut continuer à vivre sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'ailleurs, puisque le but, c'est de faire parler de l'agriculture, de ses atouts, de ses qualités. Et parmi ces qualités, il y a donc la qualité de l'enseignement, évidemment, agricole. Première remarque, monsieur le directeur, si vous le permettez, je voulais, au nom de toutes nos équipes, et à travers vous, vous remercier pour la qualité de l'accueil. Mais je vais associer tous vos élèves dans la qualité de l'accueil, parce que ce qui nous a marqué à notre équipe technique, vous savez, nous, on fait à peu près 600 heures de programmes délocalisés par an, et on va à peu près partout, dans tous les lieux possibles et imaginables. Ce qui nous a marqué, c'est que depuis le début de la semaine, tous les jeunes que l'on croise, évidemment les professionnels, l'encadrement, etc., mais tous les jeunes que l'on croise, disent bonjour, s'intéressent à ce qui se passe. On n'en croise pas un. Là, vous voyez, ils sont en train d'attendre le bus pour repartir, etc. Pour certains, on n'en croise pas un qui ne nous a pas dit bonjour et avec lequel on n'a pas pu nouer un dialogue. Et ça, c'est symbolique d'un état d'esprit que, je pense, vous, mais comme vos collègues, arriver à transmettre tout le long de l'année. C'est un atout incroyable pour l'enseignement agricole. Donc je tenais à vous le dire, parce que ce coup de chapeau, on s'est tous fait la remarque, ça fait plaisir, ça fait du bien
de ressentir cela. Monsieur le directeur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous savez que quand on rentre dans l'établissement, il y a un règlement intérieur. Mais en général, personne ne l'a lu. Moi, je leur apprends à dire bonjour. Et si possible, avec le sourire. C'est la première chose et c'est la seule chose qui retient. Eh bien, ça se voit. Se voit, monsieur le directeur. Alors, je vais vous présenter rapidement l'établissement. Vous êtes ici au campus du végétal du pays de Brive. C'est le seul quasiment le seul établissement de Nouvelle-Aquitaine complètement dédié au végétal. Et le végétal fruits, d'accord, le végétal légumes, mais aussi le végétal plante disons, à massif, plantes légumes et ainsi de suite. Donc, on a, je dirige un établissement de taille moyenne, où il y a 300 élèves et étudiants, et une centaine d'apprentis sur site. J'ai d'autres apprentis sur d'autres sites, et on travaille sur 3 filières. Alors, la filière qui est la plus représentée actuellement, vous avez vu tout à l'heure, il y avait des travaux extérieurs, il y avait un chantier d'aménagement paysager, donc on fait dans l'aménagement paysager, mais on a une filière aussi qu'on porte et qui a malheureusement du mal à recruter, et pourtant là, il y a des besoins de main-d'œuvre. C'est la filière qui est liée à la production horticole. Et puis, on a une 3e filière qui est liée toujours au végétal, mais qui est plus chargée de former des vendeurs, des conseillers vendeurs ou des chefs de rayon pour les jardineries. Ah oui. D'accord. C'est la 3e filière. Et puis, en support pédagogique de l'ensemble des formations qu'on a, on a une exploitation agricole, une petite exploitation agricole qui fait dans le légume, qui fait dans le fruit, mais extrêmement complexe. C'est une petite 23 hectares, c'est pas très grand comparé aux autres exploitations, mais quand on fait que du légume, c'est déjà pas mal. Oui, absolument. Avec de la diversité, j'imagine, avec de la diversité et beaucoup, de technicité également, ce qui t'a pris sur cette exploitation. Oui, alors les exploitations agricoles de l'établissement sont là pour apprendre le geste, d'accord ? Bien sûr. À mener un système complexe. Et c'est une exploitation qui produit du légume, comme une exploitation qui produit des animaux, c'est aussi une complexité. Il y a un climat, il y a des animaux, des êtres, des végétaux, et tout ça, il faut le faire fonctionner de façon correcte pour, bien sûr, protéger l'environnement, pour aussi dégager des résultats, et puis il faut être présentable aussi quand même un petit peu. Bien sûr. On arrive à le faire, comme je crois. Absolument. En tout cas, merci beaucoup à vous. Vous avez également noué avec tout votre environnement un véritable écosystème, on peut le dire, de partenariats assez riches. Et ça aussi, c'est une des vertus, une des qualités du réseau d'établissements auquel vous appartenez. Dans l'établissement, on est bio depuis quasiment à 100%. D'accord. On produit exclusivement en bio. Et là, on est sur des logiques où on enfonce le clou. On est en train de vouloir développer la production de légumes plein champ bio, bien sûr, à destination des GMS et de la restauration hors domicile. On est aussi sur des logiques de faire manger à nos élèves nos produits. Donc le service restauration est sur une démarche qui s'appelle établissement bio-engagé, qui nous engagera à mettre 20%, au moins 20% de nos dépenses alimentaires en bio dans l'établissement. Et là, je viens de lancer une démarche pour faire reconnaître l'orientation AB de nos formations. C'est un label national, d'accord ? Et on est en passe de le devenir pour 3 formations, ce qui est exceptionnel. Merci en tout cas pour ces mots de présentation, puis pour nous accueillir pour ce débat qui va donc démarrer maintenant dans quelques instants. Nous avons respecté, vous l'avez bien compris, beaucoup de distance, non pas qu'on n'avait pas envie de se rapprocher, mais parce qu'il faut continuer à rester prudent. C'est ce que nous faisons d'ailleurs dans les déplacements. Nous remettons nos masques et par contre nous permettons à nos invités, comme vous allez le voir à l'intérieur avec Philippe, que nous allons rejoindre après le générique, nous leur permettons de retirer leur masque une fois qu'ils sont à des places fixes et suffisamment distanciées pour que ce ne soit pas dangereux pour les uns et pour les autres. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous retrouverai en fin tout à l'heure d'émission pour en être le porte-parole. Et sans plus tarder, générique pour ce dernier débat du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2021. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver à nouveau pour ce 6e et dernier débat du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2021. Alors vous l'avez entendu, nous sommes accueillis ce soir par le lycée agricole de Brive-Boutezac en Corrèze. Un choix qui ne doit rien au hasard, puisque nous nous trouvons sur une terre de vergers et d'arboriculture, ici en Limousin, pour débattre du thème donc des fruits et légumes frais, accessibles pour tous.
Je rappelle, comme l'a dit le président du Salon de l'Agriculture, qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas moins de 4200 hectares et 1400 exploitations qui sont recensées, travaillant donc sur ces filières fruits et légumes. Alors, en déclarant l'année 2021, année internationale des fruits et légumes, la communauté internationale, sous l'égide de la FAO et de l'OMS, nous offre une formidable opportunité de sensibiliser le public sur leur rôle dans la nutrition, la sécurité alimentaire, la santé humaine, ainsi que dans la réalisation des objectifs de développement durable. La visibilité qui est ainsi offerte aux fruits et légumes et la reconnaissance par les instances internationales du rôle fondamental qu'ils jouent donc, sont une occasion unique que l'interprofession nationale des fruits et légumes, Interfel, n'a pas manqué donc, pour promouvoir effectivement leur consommation. Vous allez le voir, les défis et les chantiers sont en effet nombreux. Tout au long donc, de cette année, les professionnels des fruits et légumes frais sont donc mobilisés au cœur des territoires afin de prendre la parole, d'échanger, mais aussi pour proposer, vous allez le voir, des dispositifs qui sont susceptibles de peut-être mieux répondre demain aux besoins des consommateurs et aux attentes sociétales. Alors nous sommes ensemble pour 1h15, 1h30, et je vous propose d'organiser le débat autour de 3 séquences. Une première d'abord pour échanger sur les enjeux que recouvre donc la consommation des fruits et légumes frais. Ensuite, on essaiera d'identifier les freins à leur consommation. Et enfin, donc, on évoquera les leviers qui pourraient permettre effectivement le développement de leur consommation. Alors, vous allez le voir dans un instant, pour en débattre, j'aurai le plaisir d'accueillir Charlotte Entraigues, qui est primeur à Royan, en Charente-Maritime, ainsi que Daniel Sauvêtre, producteur de pommes, de myrtilles, également viticulteur à Régnac, dans le sud Charente, qui est par ailleurs donc secrétaire général de l'interprofession nationale Interfel, et Patrick Charon, donc, qui est en charge des questions alimentaires au sein de l'association de consommateurs Famille Laïque. Et puis on aura également en distanciel, mais on aura également Dragana Miladinovic, qui est chargée d'études donc, au sein de l'interprofession nationale Interfel. Alors, en guise d'introduction, je vous propose une première séquence vidéo. Vous allez voir, elle est assez courte, elle ne dure pas plus d'1 minute, afin de découvrir le clip d'annonce de l'année internationale des fruits et légumes qui a été produit par la FAO, l'organisation donc, des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Vous allez le constater, ce clip, qui est de portée internationale, a été enregistré et réalisé en langue anglaise, mais je vous rassure, il est sous-titré. Et donc, on regarde ce clip et puis ensuite, on engage le débat avec nos invités. Ripe, delicious, lush, nutritious. We come in all shapes and sizes, colors and shades. Raw or cooked, sweet or bitter, soft, crunchy, fragrant, pungent. All of us unique and special, full of fiber, vitamins and minerals, history, culture and traditions. We don't just fill your plate, we fill your stories and memories. Long and short, slim and plump, sometimes awkward or misshapen, forgotten or neglected, but never ever ugly, whatever people say. Because we're what really makes you tick, what makes your eyes sparkle and your smile dazzle. We are fruits and vegetables, simply beautiful. Daniel Sauvette, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes producteur de pommes, de myrtilles en Sud-Charente, par ailleurs secrétaire général donc d'Interfel, l'interprofession nationale des fruits et légumes. Je le rappelais dans mon propos introductif, Interfel est pleinement engagé pour faire de cette année internationale des fruits et légumes un rendez-vous phare pour essayer d'interpeller aussi les pouvoirs publics, mais aussi la société civile sur ce que sont les enjeux d'un développement de leur consommation. Et vous précisez vouloir le faire au travers d'une communication, j'ai lu ça dans un de vos écrits, une communication axée sur la solidarité et la réciprocité. Est-ce que vous pouvez nous préciser en 2 mots le sens de cette communication et plus encore les enjeux qu'elle recouvre ? Alors, déjà, je voudrais rebondir sur le clip, là, parce que finalement, la FAO vient de nous réaliser, même si c'est en anglais, un clip magnifique qui donne envie de manger des fruits et légumes. Et comme la mission de l'interprofession, c'est de promouvoir la consommation de fruits et légumes, vous pensez bien que cette année, on va saisir l'opportunité de l'effet de levier que nous donne cette visibilité pour les fruits et légumes. Et ça va donc nous permettre d'amplifier nos actions habituelles en direction, évidemment, des consommateurs et de tous les acteurs de la filière, puisque
la réussite de notre travail, eh bien, c'est la mise en action de toutes les familles qui sont membres de l'interprofession, les 15 familles qui représentent tous les métiers de la filière, et chacun là où il est, depuis le producteur jusqu'au primeur en passant par l'expéditeur, va devoir contribuer à lui aussi s'aider de la communication de la FAO et de celle que met en œuvre l'interprofession pour pouvoir séduire le consommateur et donner plus envie de consommer. Et puis, on pourra le dire tout à l'heure, on a eu quelque part un peu la chance d'avoir, je n'ose pas dire la chance, mais l'effet Covid l'an passé, ça a été 4,5% de consommation de fruits et légumes en plus, on en parlera tout à l'heure, et donc on va essayer d'avoir un effet supplémentaire. Alors en fait, notre action, on parlera même tout à l'heure d'accessibilité, puisque nous sommes très sensibles à cette accessibilité, à ce que toutes les populations puissent avoir accès aux fruits et légumes frais, puisque aujourd'hui, on l'a évoqué, on n'est toujours pas rendu aux 400 grammes préconisés par le plan national de santé publique. On devrait avoir cette consommation moyenne de fruits et légumes par jour. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin, mais non seulement il faudrait qu'on atteigne ce chiffre, mais il faudrait qu'on le dépasse. C'est réellement un enjeu de santé publique important, quoi. Alors, une communication axée sur la solidarité et la réciprocité, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que recouvre... Axée sur la solidarité, puisque aujourd'hui, justement, c'est un peu la raison d'être d'interprofession. Nous sommes un réseau, c'est-à-dire que quelque part, c'est pas chaque maillon n'est pas indépendant de l'autre. Jusqu'au consommateur, nous avons une grande chaîne de solidarité. Il faut que nous puissions ressentir que du producteur jusqu'au consommateur, chacun se met en quatre pour pouvoir avoir le plus de fluidité possible, le plus de compréhension possible de nos différents métiers, et que le consommateur final ressente que finalement chacun dans cette filière est à son service, au service de sa santé, de son plaisir et de son goût satisfait pour les fruits et légumes. Chacun doit prendre sa place dans la filière. Chacun doit prendre sa place dans la filière, en effet, oui. Merci Daniel pour ce premier mot. Patrick Charon, bonsoir. Je rappelle que vous êtes en charge des questions alimentaires au sein de l'association de consommateurs Famille Laïque et que vous avez eu quelques années durant la responsabilité de l'approvisionnement de la banque alimentaire du département du Lot. Je crois que c'est important de le rappeler compte tenu donc de votre parcours. Pour compléter ce que vient de dire Daniel Sauvêtre, en quoi selon vous il est important aujourd'hui de mieux faire reconnaître la place et le statut des fruits et légumes et des métiers qui s'y rapportent finalement ? Tout d'abord, je tenais à vous remercier, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, de m'avoir reçu, ainsi que ma structure, le CNAFAL. Alors, pour répondre, le CNAFAL est une structure familiale et de consommateurs existante depuis de nombreuses années. On intervient dans de nombreuses structures, le Conseil national de l'alimentation, évidemment, le CNC, Conseil national de la consommation, de l'alimentation. Donc, automatiquement, on constate que l'alimentation est quelque chose de très important pour nous, et notamment la santé du citoyen. Donc, pour ce qui nous concerne, il faut aller bien au-delà de 5 fruits et légumes par jour, et c'est la raison pour laquelle on s'inscrit, bien sûr, dans cette démarche d'accessibilité. Puisque vous avez parlé bien sûr que je suis responsable de la collecte de la banque alimentaire pour le département, et il est indéniable qu'on constate une volonté du consommateur et de ces personnes ayant une certaine précarité des fruits et légumes frais. C'est une réelle demande. J'espère qu'on reviendra au sein de cette conférence le pourquoi et peut-être apporter des solutions. Donc quelque chose d'essentiel. Merci Patrick pour ce premier mot. Charlotte Entraigues, bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous présenter, j'ai envie de dire à nos auditeurs que les fruits et légumes, ça vous parle. Plus encore, j'imagine que c'est pour vous une vraie passion. Vous êtes petite fille de primeur, vous dirigez depuis 2012 votre propre magasin à Royan. Avec mes parents. Avec vos parents. Mais enfin bon, vous êtes impliqué. Je ne sais pas si je peux le dire, mais vous n'avez pas encore 30 ans et vous êtes déjà honorée d'un titre de meilleure ouvrière de France. Vous portez d'ailleurs le vêtement correspondant. Et je précise que vous trouvez, en plus de tout ce que vous faites déjà, le temps de transmettre vos savoirs et votre passion, puisque vous intervenez comme enseignante au sein du CFA de La Rochelle. Vous avez bien résumé. Alors, de la production à la distribution, parce que donc Daniel le rappelait, c'est toute une chaîne, en passant donc par la restauration, c'est près de 450 000 professionnels en France qui sont engagés au quotidien pour produire et commercialiser donc des fruits et légumes frais de qualité en quantité suffisante et si possible accessible à tous évidemment. Est-ce que le premier challenge de cette année internationale des fruits et légumes, ici sur le territoire national, c'est pas finalement d'essayer de transformer ces 450 000 opérateurs en autant d'ambassadeurs pour essayer de toucher le plus grand nombre à l'échelle du territoire et peut-être de faire bouger les choses dans le bon sens?
Bien sûr, c'est là où Interfel joue un grand rôle, bien sûr, et nous aide énormément. C'est vrai qu'au sein de cette filière, on est quand même une grande famille, qui est l'interprofession, et chaque acteur agit pour rendre les fruits et légumes accessibles à tous. Donc ça c'est bien qu'on passe du producteur au grossiste jusqu'à nous détaillants, et j'en oublie plein d'autres. Donc tout le monde s'investit. C'est vrai qu'il y a un grand échange entre tous ces acteurs, et aujourd'hui Interfel nous aide à nous mettre tous en lien en fait par des comités, par des formations. Je sais que je fais régulièrement des formations avec Interfel pour bien sûr entretenir ces liens, valoriser toujours ses connaissances, parce que le consommateur est très friand de nos connaissances. On doit toujours lui apporter ce conseil. C'est pour ça qu'il vient chez nous professionnel. Donc toute l'interprofession a un grand rôle à jouer là-dessus. Donc un réseau qui effectivement vous accompagne dans ce challenge. Alors merci pour ces premiers témoignages. Je rappelle, comme le disait Eric tout à l'heure, que vous pouvez poser vos questions par SMS pendant tout ce direct au 06 44 63 07 14, ça s'affiche à l'écran. Si jamais on n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions, sachez qu'on se fera le plaisir de répondre à l'issue de la conférence à toutes les questions. On essaiera d'en prendre quelques-unes en direct. Alors pour enchaîner sur la deuxième séquence de notre échange et nous permettre d'identifier ce que sont les freins à la consommation des fruits et légumes, je vous propose d'abord une seconde séquence vidéo, très courte également, 1 minute, avec la prise de parole de Laurent Grandin, qui est président d'Interfel et qui s'exprime, vous allez le voir, sur la question de l'accessibilité des fruits et légumes frais. Dans cette période de crise économique liée à la Covid-19, comment faire pour que les populations les plus touchées, comme les étudiants par exemple, puissent avoir accès à l'alimentation saine ? Merci Alexandra de me poser cette question. Elle est essentielle pour nous. L'accessibilité est un thème majeur de notre interprofession. Et bien sûr, dans ce contexte de crise actuelle du Covid, on veille tout particulièrement à cette question. Nous avons proposé dans ce contexte le chèque alimentaire, qui est une extension d'une idée assez ancienne dans l'interprofession d'un chèque fruits et légumes. Et ce chèque alimentaire serait ciblé sur les produits frais et, bien entendu, permettrait d'avoir accès à des produits frais de qualité. Parce que nous n'oublions pas que les fruits et légumes sont un enjeu de santé publique, mais aussi de plaisir. Maintenant, Dragana Miladinovic. Dragana, vous m'entendez ? Donc Dragana est en distanciel. Oui, je vous entends bien. Bonsoir Dragana. Je rappelle que vous êtes chargé d'études au sein de l'Interprofession nationale des fruits et légumes, Interfel, comme spécialiste des questions économiques, j'ai envie de dire. S'agissant d'identifier les freins au développement de la consommation des fruits et légumes frais, que nous apprennent les indicateurs clés du marché en termes de tendance? Alors, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Alors, est-ce que Alors, normalement, on a effectivement des diaporamas qui doivent s'afficher. Ouais. Je l'ai vu passer, puis il a disparu, le diaporama. Il va revenir, Dragana, ne vous inquiétez pas. En attendant qu'il réapparaisse, je vais commencer à vous présenter quelques chiffres clés. Ah voilà, très bien. C'est bon, on les a. Donc à mon niveau, je vais vous présenter quelques chiffres clés autour du marché des fruits et légumes frais en France et de la consommation. Donc Daniel Sauvêtre l'a évoqué tout à l'heure, au niveau de la consommation de fruits et légumes, au niveau de la France, eh bien nous sommes sous-consommateurs par rapport aux recommandations du PNNS de 5 portions de fruits et légumes par jour, toutes gammes confondues. Ce qu'on observe d'après les dernières données du CREDOC, qui est un cabinet d'études qui analyse la consommation des ménages, c'est que en 2019,
32% des adultes atteignent ces recommandations de 5 portions ou plus et 10% des enfants les atteignent. Sur une décennie, on observe que le poids de ces, entre guillemets, gros consommateurs qui atteignent ces recommandations a progressé. On est passé de 28 à 32% chez les adultes en presque 10 ans et de 6 à 10% chez les enfants en presque 10 ans. Ce qui nous amène à une donnée de 4,17 portions par jour en moyenne pour les adultes et 2,67 pour les enfants par rapport aux 5 portions recommandées. Et là, quand je vous parle sur le périmètre, donc fruits et légumes, toute gamme confondue et hors pommes de terre. Donc les choses vont plutôt dans le bon sens, même s'il y a encore du chemin à parcourir pour aller vers une solution plus optimale. Les choses vont effectivement dans le bon sens. Comme vous le voyez, on a ce poids des gros consommateurs qui tend à progresser, donc ce qui est quelque chose de très positif. Par rapport à nos 5 portions recommandées par rapport au PNNS, on s'en rapproche. Il y a 10 ans, on était à peu près 3,8. Vous voyez qu'on est à 4,17. Donc, on se rapproche de l'atteinte de la recommandation, mais il nous faut encore capter ces environ 70% d'adultes et plus d'enfants qui n'atteignent pas ces recommandations. Il y a encore des disparités importantes entre les catégories de population. Daragana, oui, pardon. Est-ce qu'il est possible d'établir un lien entre le pouvoir d'achat des ménages et le niveau de consommation des fruits et légumes frais, ou ça se joue sur d'autres critères que le pouvoir d'achat ? Alors, le critère le plus segmentant par rapport à la consommation de fruits et légumes, c'est l'âge. C'est l'âge qui prédomine en tout premier, avant la CSP, par exemple, avant la région d'habitation, avant la taille du ménage, avant la catégorie de revenus à laquelle on appartient. C'est l'âge qui prédomine et j'ai justement préparé un graphique à vous présenter. Donc, premier critère différenciant de consommation, c'est l'âge. Vous voyez, je vous ai remis nos 32% d'adultes qui atteignent les recommandations du PNNS et puis ces mêmes pourcentages au niveau de différentes classes d'âge. Et on observe que, entre 18 ans et 50 ans, on a un comportement qui est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on est à peu près 20% à atteindre ces recommandations. Et il y a quelque chose qui se passe autour de la cinquantaine et surtout à partir de plus de 60 ans. Il y a peut-être un effet passage à la retraite qui fait qu'on devient beaucoup plus consommateur. Et donc nos jeunes consommateurs sont moins consommateurs de fruits et légumes par rapport aux plus âgés. Alors cela est allié principalement au mode de vie, aux différents arbitrages qui peuvent être faits au niveau de la consommation. On a évoqué le pouvoir d'achat, c'est aussi un élément. On a un pouvoir d'achat qui peut être plus limité quand on est jeune. Nos arbitrages de consommation, nos dépenses peuvent être arbitrées différemment. Par exemple, le poids des dépenses préengagées comme le loyer peut être plus important quand on est jeune par rapport à quand on est plus âgé. Et puis nos motivations, nos priorités, nos critères d'achat évoluent dans le temps. Alors il y a au niveau des fruits et légumes ce qu'on observe un effet générationnel, c'est-à-dire que plus je vieillis, plus je consomme des fruits et légumes. Mais par contre, à âge égal, je consomme moins de fruits et légumes par rapport aux générations précédentes. C'est-à-dire que à mon âge, mes parents consommaient un petit peu plus de fruits et légumes par rapport à moi. Et le CREDOC, nous dit que, en vieillissant, on emporte avec soi son comportement de consommation. Alors, un point qui est positif à noter par rapport à ces données que je vous présente, c'est qu'il y a moins de petits consommateurs chez les jeunes adultes en 10 ans, comme je vous l'ai montré précédemment. Et ces populations-là, les jeunes consommateurs,
deviennent plus sensibles aux messages de prévention sur l'alimentation et la santé et sont davantage préoccupés également par l'environnement. Donc ça, c'est un point qui est positif. Sur les jeunes consommateurs, eh bien, vous voyez, on a à peu près 60 et quelques pourcents de petits consommateurs. Il y a une dizaine d'années, eh bien, on dépassait les 70%, donc on a moins de petits consommateurs chez les jeunes adultes. Et ça, c'est très positif. Au-delà de ces critères d'âge et de pouvoir d'achat, est-ce que vous voyez apparaître de nouveaux profils de consommateurs par ailleurs? Comment les choses se segmentent en termes de profil? Alors, oui, effectivement. Alors, j'ai envie de vous dire, il y a autant de profils que de ménages ou d'individus. Mais si on essaye de segmenter les consommateurs par grandes catégories, on observe effectivement qu'entre le déclaratif, les attentes par rapport à la santé, à l'alimentation, au lien alimentation-santé, à cette sensibilité par rapport à l'environnement dont je viens vous parler, eh bien qu'il y a un passage à l'acte, si je peux dire, qui se fait en face avec des consommateurs qui, comme je vous l'ai présenté, végétalisent davantage leur alimentation. Et puis qui vont davantage faire attention à leur consommation, leur alimentation, l'émergence de cette catégorie qu'on peut appeler consommateur qui tend à progresser, l'émergence de ces catégories de suiveurs, followers, qui essayent de suivre les recommandations nutritionnelles, santé, qui progressent. Et puis, un peu moins de ménages et de foyers en proportion désimpliqués, si je peux dire, par rapport à sa consommation alimentaire et notamment de fruits et légumes frais. Donc ça, c'est un point qui est positif. Après, aujourd'hui, dans le portefeuille, au niveau du budget alimentaire, que représentent les fruits et légumes frais? Alors, je vois plus les diapos passer, mais je vais vous dire les éléments de tête. Donc, au niveau de notre budget alimentaire, les fruits et légumes frais représentent 11% de notre budget alimentaire. Quand on regarde sur une période de 50 ans, on observe que notre budget alimentaire, le poids, des fruits et légumes dans nos dépenses alimentaires tend à s'éroder un petit peu sur le long terme. Là, je vous présente une analyse de l'INSEE sur une dizaine d'années. Du côté droit, on a les produits alimentaires qui ont un poids dans les dépenses qui s'est érodé en une cinquantaine d'années. Alors, pour les fruits et légumes, je l'ai encadré, c'est une petite érosion. Par contre, pour d'autres catégories de produits alimentaires, comme vous le voyez tout à droite au niveau de la viande, la baisse est particulièrement marquée. En lien avec différentes tendances, notamment au niveau du flexitarisme, du consommer moins, mais mieux, entre guillemets. Et puis, on a d'autres catégories de produits alimentaires qui ont gagné du poids au niveau de nos dépenses alimentaires, comme par exemple, vous le voyez tout à gauche, les plats préparés qui ont pu progresser. Alors, pourquoi ont-ils progressé en une cinquantaine d'années? Eh bien, l'offre s'est développée, les femmes ont commencé à travailler, le micro-ondes est apparu, et bien ces différents éléments font que ces catégories de produits alimentaires ont pu gagner du poids dans les dépenses alimentaires. Merci Dragana pour ces premières informations très instructives. Patrick Charon, on l'évoquait donc à l'instant avec Dragana, cette question du pouvoir d'achat des ménages. Est-ce que pendant la crise Covid, la précarisation des ménages déjà modestes s'est encore accentuée ? Absolument. On a quelques chiffres. Ces chiffres ont été donnés par l'INSEE. C'est que 4,9% de la population a vu une baisse de revenus. Il y a eu quand même 715 000 emplois supprimés. Donc la précarité, c'est une réalité. Et par ailleurs, dans les départements et nous-mêmes, on a mis en place une aide alimentaire qui est fondamentale. Donc c'est certain. Question du prix, ou tout au moins, je parle sous le contrôle de Daniel Sauvêtre, la perception du prix s'agissant de produits frais, donc non transformés. Est-ce que ça constitue, selon vous, un frein au développement de la consommation des fruits et légumes ? Alors, il était indéniable. Pendant la période du Covid, tous les consommateurs ont consommé du fruits et légumes.
sont revenus localement vers les producteurs, vers les petites entreprises. C'est indéniable. En contrepartie, l'offre et la demande, c'est la règle. On a vu une flambée des prix. Ça a été, une réalité. Par contre, il est certain que ça a quand même une incidence. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison, sur certains salaires, les charges fixes sont à 65%. Ça a été rappelé par notre précédent intervenant. Donc, automatiquement, une hausse trop importante de l'aspect fruits et légumes peut être un frein. Ça, c'est une réalité. Et du coup, vous l'évoquiez à l'instant, les dons alimentaires, selon vous, en termes de produits frais, ne suffisent pas à contrecarrer l'essor de la malnutrition en France ? Alors, il faut remercier le monde agricole, les agriculteurs qui ont énormément donné à ce moment-là, avec l'aide sans doute des régions. Je ne peux parler que pour l'Occitanie, que je connais un petit peu. Donc, et les consommateurs ont été vraiment surpris et agréablement ont répondu favorablement, puisque les stocks ont été, donnés assez rapidement. Et il est indéniable qu'il y a quand même aussi une certaine qualité qu'on doit avoir. Un fruits et légumes, c'est un produit qui se dégrade. Et je pense qu'au niveau, je ne parle pas des professionnels, mais de l'aide alimentaire, je pense qu'il faudrait repenser. Repenser pourquoi on n'est pas à Rungis, c'est-à-dire qu'on est dans les milieux ruraux. Deuxièmement, il y a de la logistique. Donc, à mon sens, il faut repenser le problème. Et je pense très sincèrement, avec l'aide de tous, on peut arriver à certains résultats. Merci Patrick. Daniel Sauvêtre, Dragana l'évoquait dans ses analyses, l'évolution des modes de vie et de consommation qui sont basés sur un toujours plus vite et donc souvent associés à une recherche de praticité. On parlait des plats préparés. Est-ce que tout ça, ce n'est pas défavorable finalement à la consommation de fruits et légumes frais ? Vous avez raison, Dragana, elle a vraiment tout dit et tout bien dit. Et il me semble qu'il apparaissait vraiment dans ce qu'elle disait, et on l'a vécu l'an passé avec le Covid. Quand je dis qu'il y a eu un effet Covid positif, c'est que les consommateurs ont eu quand même du temps pour eux. C'est-à-dire qu'ils étaient bloqués à la maison, ils avaient le temps de réfléchir à leur acte d'achat, et on a vu une consommation plus importante de fruits et légumes. Et la corrélation entre du temps disponible, je suis plus à la maison, et il n'y a pas simplement les fruits et légumes qui en ont bénéficié, on sait aussi que tout ce qui touche autour de la consommation pour la maison, l'ameublement, le jardinage, donc on voit bien que ce qui nous éloigne de la consommation des fruits et légumes, eh bien, c'est justement la vie trépidante que nous menons, une urbanisation qui ne cesse d'augmenter, et la praticité, le plat préparé, tout ça nous éloigne de ce temps qu'il faut, même s'il est peu important. Et donc, c'est un combat de titan que de réussir à augmenter, compte tenu de ce que nous a dit Dragana, la tendance elle est à une légère augmentation, mais quand même, si on pense à nos grands-parents, on est à la baisse. C'est un combat de titan, puisqu'on n'est pas en corrélation avec le choix préférentiel du mode de vie des personnes qui souhaitent avoir le maximum de temps pour d'autres plaisirs et peut-être pas suffisamment de temps à consacrer à leur propre santé alimentaire. Et donc, moi, il me semble que, et là, on est dans un endroit merveilleux, dans ce lycée, on s'est baladé tout à l'heure ensemble, on a vu les enfants qui disent bonjour, mais qui non seulement mettent la main dans la terre, touchent les fruits et légumes, touchent les plantes. Je crois que c'est ça c'est dans la tête qu'il faut commencer à nourrir la tête pour bien se nourrir après. Si jamais, dans l'éducation, je vis, je ressens, je touche les fruits et légumes, on m'initie, eh bien, je vais garder ça toute ma vie. Si j'en suis éloigné, on l'a bien vu, eh bien, finalement, je vais, au fil de mon existence, mettre un peu de temps à revenir à cette consommation. Donc, nous avons vraiment un combat culturel, un combat éducationnel. On a un combat également de tous les acteurs des fruits et légumes pour recapter l'intérêt du consommateur par le plaisir. On ne les aura pas simplement en disant manger, c'est sain. Les gens ont tous tendance à vouloir des choses qui font plaisir, qui ne sont pas toujours très saines. Donc il faut associer complètement le plaisir à la consommation des fruits et légumes. Je m'adresse au producteur que vous êtes, Daniel. La production dite conventionnelle, est-ce qu'elle n'est pas en train de céder la place à une consommation de plus en plus bio et surtout locale aujourd'hui ? Alors, on dit même aujourd'hui que c'est le local qui l'emporte encore sur le bio.
Bon, la campagne de communication sur le bio, je pense qu'on ne peut pas faire plus important comme campagne de communication, puisqu'aujourd'hui, chacun sait, du matin au soir, que manger bio, c'est sauver le monde, sauver sa propre santé. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, la promotion de l'alimentation bio, elle est à son maximum. Pour autant, on voit les consommateurs qui mettent encore en avant plutôt le local. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir qui a cultivé le fruit et légumes. Ils ont besoin de voir derrière le produit qu'ils consomment. Ils ont besoin de voir le terroir. Ils ont besoin de voir la personne au travail. Ils ont besoin aussi de voir Charlotte, parce que Charlotte, quand elle parle des fruits et légumes, d'un seul coup, ils se pâment de plaisir par avance. On a besoin d'avoir toute cette chaîne humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour... si on veut faire consommer des fruits et légumes, il faut qu'il y ait de l'humanité derrière, de la proximité. Et cette proximité, les consommateurs, ils la ressentent sur leur territoire. Ils ont envie de consommer local. Charlotte, précisément, vous êtes au contact quotidien des consommateurs, du consommateur. Est-ce que selon vous, la connaissance des produits, d'une part, celle des méthodes culinaires, d'autre part, la manière de les préparer, est-ce que tout ça, et cette connaissance, elle est à ce point affaiblie aujourd'hui, au regard des échanges que vous pouvez avoir avec vos clients? Alors c'est vrai que tous les jours, j'ai énormément de travail auprès des consommateurs pour rétablir, on va dire, cette vérité. On a une vraie éducation alimentaire en fait à refaire, parce que, enfin, moi, je le vois tous les jours. Il y a une perte de connaissance déjà de la saisonnalité. Bon, les produits, ça, à la rigueur, on peut laisser ça de côté, mais déjà la saisonnalité des produits. Le message que je fais passer, c'est manger de saison. Vous mangerez déjà sainement et en plus, vous mangerez à des prix très attractifs en consommant de saison. Voilà déjà le message. Et puis après, bien sûr, je sais qu'on cuisine, on teste toujours des nouveaux produits pour donner à nos clients cette petite astuce. Alors, très, très simplement, comme la cuisine qu'on fait tous les jours à la maison. Mais le client doit repartir de nos magasins avec cette petite astuce qui fera la différence. Puis il reviendra vous voir en disant « Ah oui, ça c'était bon, ça c'était comme ça ». Mais c'est vrai que j'essaie toujours de cadrer le client dans la saisonnalité. Avec la crise Covid qui joue un rôle d'accélérateur de tendance, est-ce que vous avez détecté chez vos clients de nouvelles attentes, de nouveaux questionnements autour des fruits et légumes et de leur préparation ? Oui, bien sûr, on a ressenti tout ça. Bien sûr, on a senti un élan envers nos étals, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on propose des étals en vrac. C'est-à-dire où là le consommateur va pouvoir prendre vraiment les quantités dont il a besoin, c'est-à-dire ça nous donne des prix à la portion, donc des budgets, après des paniers qui restent quand même assez abordables. On s'est rendu disponible, on s'est adapté pendant cette crise Covid. Toutes nos boutiques, nos collègues, les marchés, tout le monde s'est vraiment adapté en ouvrant plus leurs magasins, en mettant en place des drives, des livraisons. Voilà, tout ça a fait un tout. Et après, une nouvelle clientèle aussi. On voit des jeunes qui reviennent dans nos magasins avec des petits qui veulent vraiment mettre en avant auprès de leurs petits le bien manger des fruits et légumes. Et là, la saison commence un petit peu à revenir. Merci Charlotte. Troisième et ultime séquence de notre débat afin d'échanger donc sur les leviers qui vont permettre de développer et d'atteindre les objectifs en matière de consommation de fruits et légumes frais. Je reviens vers vous, Daniel Sauvêtre. Comme l'évoquait à l'instant d'ailleurs Charlotte, consommer des fruits et légumes de saison, est-ce que ce n'est pas la meilleure solution finalement pour répondre aux différents freins et en particulier à la question du prix ? Et bien sûr, bien sûr. Saisonnalité, quand on est en pleine saison, eh bien, les fruits et légumes sont nettement plus accessibles. Pourquoi ? Parce qu'on est au maximum de l'offre. Et quand on est au maximum de l'offre, eh bien, les prix, l'offre et la demande fait que les prix sont à leur niveau le plus attractif. Alors, évidemment, pour ça, il faut que l'offre soit suffisante. Cette année, on va vivre une année peut-être un peu particulière, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans le verger du lycée. Il n'y avait pas beaucoup de pommes sur les arbres, sur les pommiers, parce que le gel était important. Et on va avoir ça sur quand même de nombreux fruits. Donc, mais malgré tout, même avec ces circonstances difficiles, il y aura toujours un moment de pleine saison. En revanche, alors donc acheter malin, c'est acheter en pleine saison, c'est s'initier pour savoir quand est le moment de l'offre maximum pour pouvoir justement remplir son cabas au prix le plus attractif. Pour autant, là, j'ai envie de
peut-être de m'adresser à travers un public qui pourrait convaincre le législateur de ne pas trop se préoccuper de vouloir faire afficher dans la distribution la saisonnalité, parce que la saisonnalité, de grâce, qu'on nous la laisse à Interfel, on est suffisamment nombreux pour pouvoir informer le public de ce qu'est la saisonnalité. Mais si jamais on veut faire une loi pour cela, on s'est rendu compte de tous les travers que ça peut avoir, parce que finalement, il y a un cœur de saison, mais notre histoire, ça a été justement d'allonger les saisons, parce que quand on est maraîcher, quand on est arboriculteur, moi je suis producteur de pommes, je vends des pommes 12 mois sur 12. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que les pommes qui ont une aptitude naturelle, quand on les met dans un fruitier ventilé, maintenant on les met dans une chambre froide, eh bien finalement on peut tranquillement les conserver pendant 12 mois. Est-ce qu'il faut que j'achète en Amérique du Sud parce que ça sera la saison au mois de mars? Vous voyez, il faut faire très attention. En revanche, je pense que l'interprofession, on est suffisamment apte à pouvoir communiquer pour initier le consommateur à savoir ce qui est le pic de la saison, à quel moment il peut acheter malin, à quel moment les fruits et légumes sont les plus accessibles. Acheter de saison, c'est bon pour le porte-monnaie, vous l'avez dit, c'est bon pour la planète aussi, ça évite de... C'est bon pour la planète, puisque évidemment on a moins de technologies à mettre en œuvre pour pouvoir allonger la saison. Mais encore une fois, tout ça est assez relatif quand même, puisque si jamais on se concentrait, on a allongé la période de consommation de la tomate, on a besoin de ces longues périodes. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas... On a des technologies aujourd'hui qui sont finalement peu coûteuses en intrants et peu coûteuses en énergie. Donc on peut avoir la saison, ça peut... Et puis les pommes, on commence à les cueillir à la fin du mois de juillet quand on est dans le sud-est, et les dernières pommes, on va les cueillir vers le 20 novembre. Et donc chaque variété va avoir son pic de saison. Et ensuite, on va avoir des aptitudes à se conserver qui vont être plus ou moins longues. Mais ça va être vrai pour la carotte, ça va être vrai pour tous les fruits. Donc, faisons attention à ne pas vouloir trop restreindre la notion de saison. Et je pense que le meilleur indicateur pour le consommateur, il le voit pour les périodes de promotion, quand il voit les prix qui sont des prix d'appel, il est au cœur de la saison. Sur la question de l'accessibilité, la proposition d'Interfel qu'évoquait le président Grandin à travers donc la proposition d'un chèque produit frais, est-ce que selon vous, au regard des échanges et des négociations que vous avez avec les pouvoirs publics sur cette question-là, est-ce que ça a une chance d'aboutir ou pas? Je ne sais pas, moi je ne suis pas Bruno Le Maire, il faut voir comment il va voir son budget à Bercy, peut-être que ça lui fait un peu peur, forcément, puisqu'il s'agit de... Mais on sait que de toute façon, il y a des soutiens pour les personnes qui sont en difficulté. Là, l'idée, c'est de dire, mettons un contenu qualitatif dans ces soutiens. Et le contenu qualitatif, c'est de dire, essayons d'orienter, puisqu'on sait que ce sont les populations qui sont les plus loin de la consommation des fruits et légumes, et à quel point ça leur est le plus nécessaire, puisqu'on peut avoir des problèmes d'obésité ou autre. Donc, il est logique d'avoir cette action pour nous, Interfel, de dire, mettez du qualitatif dans l'orientation des fonds publics que vous mettez sur le soutien aux personnes les plus en difficulté. Mais on y ajoutera aussitôt, de grâce, mettons surtout les moyens avec la pédagogie qui doit aller avec. Encore une fois, si jamais je donne, je l'ai vu, puisque vous parliez d'aide alimentaire, moi je l'ai vu quand j'étais président de la communauté de communes, on avait cette aide alimentaire et on me faisait souvent la remarque que si jamais on donne brutalement du fruit et légumes frais, eh bien finalement, à quelques mètres plus loin de l'endroit où on est distribué, on va retrouver peut-être le cajot, alors qu'à côté, la boîte de conserve est bien partie. Ça veut dire qu'il y a une exigence. Ça ne se fait, c'est norme. Il faut accepter l'idée qu'il faut accompagner la notion de promouvoir la consommation de fruits et légumes, y compris par le chèque alimentaire. Il faut accompagner cela d'une pédagogie et d'une initiation. Ça ne se fait pas tout seul. L'éducation, l'initiation des enfants à l'école, selon vous, doit être encore renforcée? Moi, je pense que tous les enfants, il faut qu'ils viennent faire un stage ici chez le chef de culture. Je pense qu'il faut qu'ils viennent tous pour enlever de l'herbe à la main. Et on a vu tout à l'heure qu'ici, on a des petits pois qui sont, comment s'appelle-t-il ? Gloire de la Corrèze. Donc moi je considère que si jamais je viens arracher de l'herbe dans les petits pois qui sont la gloire, qui s'appelle Gloire de la Corrèze, eh bien je vais avoir un flash et je pense que je suis définitivement accro aux fruits et légumes. Il faut en passer par ces initiations. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi est-ce que finalement le lien se distend avec le jardin? Moi j'ai grandi, j'allais chez mes grands-parents, on allait dans le jardin chercher le poireau, on le ramenait, il était plein de terre, on le mangeait à midi. On vivait, on était dans le jardin, quoi. Quelque part, on a grandi dans un jardin, on a grandi dans le potager, quoi. Aujourd'hui, il m'arrive d'aller à Paris, on m'explique que le problème, il est chez moi à la campagne.
quand j'ai traversé le métro, tout ça, je me dis qu'il y a peut-être un problème. Il y a beaucoup de goudron, beaucoup de béton. Et on me fait croire que c'est là que l'écologie serait la plus forte. Non, moi je pense qu'il y a à retisser un lien entre... C'est pour ça que je suis content quand je vois la végétalisation des villes, même un pot de fleurs où il y a un pot de tomates qui pousse à Paris, ça réinitie. On a besoin de cette initiation personnelle, physique, de lien avec le végétal. Vous évoquiez également en pointillé la question du gaspillage alimentaire et je sais que ça fait partie des chantiers sur lesquels travaille Interfel. Est-ce que vous pensez que quand on ne connaît pas justement à travers un don alimentaire la valeur réelle du produit, c'est susceptible de... Oui, là je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais en général, quand on a acheté quelque chose et qu'on l'a payé, surtout si jamais on a acheté de l'excellent produit chez Charlotte et qu'on a peut-être payé 3 centimes de plus qu'à Casino ou ailleurs, on ne va pas le jeter quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Toute personne qui prend soin de son portefeuille va évidemment va mettre un soin extrême à ne rien gaspiller, à ne pas perdre la pomme ou l'orange qui est dans son compotier. Donc, de toute façon, on a besoin de ça. C'est vrai qu'on constate souvent le gaspillage quand je n'ai pas payé, quand je n'ai pas acheté. Donc, il faut faire très attention à cette notion de gratuité. La gratuité peut amener donc, il faut toujours travailler à ce que, d'ailleurs, les centres sociaux le savent bien, il y a toujours un peu d'argent à mettre, même peu, pour qu'il y ait ce lien. Voilà. Oui. Donc, mais quand on a acheté quelque chose, on ne peut pas trouver mieux comme anti-gaspi que la responsabilité de celui qui gère bien son argent. Patrick Charon, en quoi le repas du midi à l'école, selon vous, est-il fondamental s'agissant d'éducation alimentaire ? Avant de répondre à cette question, il y a deux réponses à donner. La première, Madame a parlé de plaisir, mais on a oublié surtout l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, aller à un endroit, il m'est arrivé de présenter un produit, la personne en face ne savait même pas me reconnaître si c'était du persil ou un poireau, etc. Donc, et c'est vrai. Et donc, automatiquement, cet accompagnement par rapport à l'enfant, je suis franchement très, très, très sensible à la formation dès l'enfance. Et l'explication à l'enfant portera, cet accompagnement sera fondamental. Ça, c'est indéniable. Concernant le chèque alimentaire, bien sûr, ce chèque alimentaire, c'est important, mais il y a beaucoup d'ombres, énormément d'ombres. Qui va le distribuer, quel est le montant, etc. Moi, j'ai fait un petit calcul. J'ai été me renseigner auprès des CCAS, c'est les aides sociaux, et je leur ai dit qu'est-ce qui se passe. On m'a dit voilà. Donc, quand on donne un panier alimentaire, c'est 45 €. Dans le mois, c'est 270. Que représentent 30 ou 60 € pour les fruits et légumes. Une fois, nous, on est favorable pérenniser. D'autant plus que ça ira à 5 millions ou 8 millions de personnes en précarité. Ça, c'est fondamental. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et pour répondre à votre question que j'ai oubliée, parce que je tenais à penser à ça. Je revenais sur l'importance du repas du midi à l'école. Alors, pendant le Covid, on a été voir les mairies, puisque le repas est sous la responsabilité des collectivités. L'enseignant, c'est à part. Et donc, on en parlait avec les maires. Ils nous ont dit, attention, il y a des enfants qui ne mangent pas. C'est le seul repas pour eux dans une journée. Je n'ai pas dit que c'était tout le monde, bien sûr. Donc, automatiquement, nous, on a demandé au préfet, etc., qu'ils fassent pouvoir, qu'ils interviennent auprès du pouvoir pour que, justement, on puisse rouvrir les écoles et surtout les cantines. Concernant le gaspillage, et pour avoir été vérifié, puisque j'ai travaillé au sein du Conseil national de l'alimentation sur l'alimentation en milieu scolaire. Donc, pour connaître quelque chose, il m'a fallu aller voir les établissements scolaires. Il faut savoir quand même que les établissements scolaires ont fait un travail remarquable. Et j'ai souvenir, simplement pour le pain. C'est-à-dire que l'enfant, quand il arrivait, il prenait du pain. Il se mettait vraiment du pain, il y en avait. Donc, le responsable de la cantine a pris le pain et en fin de circuit, automatiquement, il y a eu une consommation de pain beaucoup moindre.
Donc, si vous voulez, le gaspillage, il est réel, mais quand même, il y a des gens, il y a des structures qui ont travaillé pour éviter ce gaspillage. Gardez le micro, Patrick Charon. La loi Egalim, État généraux de l'alimentation, vise entre autres le développement de l'utilisation de produits frais et donc de fruits et légumes dans la restauration collective. Là aussi, il va y avoir besoin d'accompagnement, notamment financier, pour permettre à cette restauration collective d'intégrer plus de produits frais, plus de produits de fruits et légumes frais. Alors, je travaille sur la loi Egalim depuis 3 ans. Et cette loi Egalim, la première des choses, nous, consommateurs, on était d'accord pour payer un peu plus les fruits et légumes, le lait, les produits agricoles, mais à une condition, c'est que le monde agricole ait une redistribution. Et malheureusement, et j'ai des données quand même, et il s'avère qu'en fait, pour certains, par exemple le lait, c'est mitigé, le fruits et légumes à la rigueur, mais il y a d'autres secteurs où c'est beaucoup plus... la réalité, elle n'est pas escomptée. Ça, c'est indéniable. Par ailleurs, si vous voulez, pour ce qui concerne les cantines scolaires, il est indéniable que, bien sûr, solliciter le bio ou les produits locaux dans les cantines scolaires, c'est indéniable. Par contre, il faut savoir qu'on a supprimé une multitude de cantines pour avoir des grandes structures. Vous me direz, mais on peut faire la même chose dans les grandes structures. Je l'accorde. Il n'empêche, j'étais en visioconférence avec EcoCert tout récemment, et elle me citait, cette dame, que le prix du repas était de 1,80 à 2,60. J'ai pris une fourchette assez large, de telle sorte que je ne puisse pas être contesté. Que voulez-vous, si vous voulez, avec ce prix-là, si vous voulez, avoir non pas une journée de bio, mais plusieurs journées de bio. Et la preuve, EcoCert a mis des étoiles avec des 20% de bio, 40% de bio ou 60% de bio. Donc, à mon sens, on veut bien une amélioration, mais autour de la table, il faut que les consommateurs, comme les instances professionnelles, les grossistes, etc., y compris les collectivités, comprennent qu'avec 1,80, je suis désolé, on ne peut pas faire grand-chose. Dragana, je reviens vers vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends toujours bien. Très bien, parfait. On évoquait avec Daniel l'évolution des modes de vie comme possible frein au développement de la consommation des fruits et légumes. Que nous disent les analyses que vous avez réalisées sur l'évolution des habitudes de consommation ? Alors effectivement, on l'a évoqué, nos modes de vie conditionnent notre consommation alimentaire et plus particulièrement notre consommation de fruits et légumes. Et ils évoluent dans le temps. Alors, ce qu'on observe sur la consommation à domicile, c'est que nos habitudes alimentaires ont évolué ces dernières années vers une simplification des repas, c'est-à-dire une concentration du repas autour du plat principal, ce qu'on peut appeler une déstructuration des repas, et qui peut ne pas favoriser le développement des volumes sur certaines catégories de produits. Comme vous le voyez sur ces différents graphiques au niveau des moments de consommation, on a le moment de l'entrée qui diminue, on prend un petit peu moins d'entrée au niveau de nos repas. Le moment des fromages a diminué lui aussi, le moment des desserts a diminué lui aussi. Le fait de consommer un peu moins d'entrée a un impact sur certaines catégories de fruits et légumes, notamment sur les légumes crudités. On va consommer un petit peu moins de produits comme de la salade, comme de la tomate, comme du concombre. Après, au niveau des desserts, on prend un petit peu moins de desserts. Donc, le dessert fruitier peut se retrouver impacté, un petit peu moins de dessert fruitier. Et au niveau du fruit, ce qu'on peut observer ces dernières années, c'est une forme de repositionnement sur des moments de consommation nomade snacking et sur le petit déjeuner où la place des fruits tend à progresser au petit déjeuner.
Alors, on parlait des modes de vie, on est toujours dans la rapidité, faut aller vite. Effectivement, on observe que le temps passé à préparer nos repas, le dîner notamment, s'est largement érodé en une vingtaine d'années. On passe presque 30 minutes en semaine, c'était plus de 40 minutes il y a 20 ans, et 36 minutes le week-end, c'était quasiment 1 heure il y a 20 ans. Et donc, c'est cette recherche de rapidité, de praticité, se traduit dans la préparation de nos repas. On va aller chercher globalement des produits qui répondent à ce besoin de praticité, de rapidité. On évoquait avec Charlotte la perte de savoir-faire culinaire. À quoi est-ce qu'on mesure précisément sur une population donnée cette perte de savoir-faire culinaire ? Alors, vous avez déjà apporté pas mal d'éléments d'éclairage et d'explication sur cette thématique au niveau des différentes interventions. J'ai noté une phrase de Daniel Sauvêtre que j'ai trouvée très intéressante et qui illustre bien la dernière diapo que je vais vous présenter. Nourrir la tête pour bien se nourrir après. Alors, si vous voulez bien partager ma dernière diapo pour qu'on voit les chiffres ensemble. Si ça veut bien marcher, sinon c'est pas grave, je vais reprendre les éléments de mon côté. Ah oui, pardon, j'ai zappé de la diapo autour de la consommation hors domicile. Là, je vous ai parlé de déstructuration du repas sur la consommation à domicile. Ce qu'on observe aussi en parallèle, c'est qu'on consomme davantage en consommation hors domicile. En 2019, donc j'ai pas voulu regarder 2020 avec l'année exceptionnelle avec le Covid, c'est 1/4 des repas qui sont pris en restauration hors domicile. Et la restauration hors domicile a progressé sur toutes les catégories de population, les jeunes et puis les plus âgés également. Ok, merci Dragana. Et donc ma dernière question donc sur comment est-ce qu'on mesure la perte de savoir-faire culinaire sur une population donnée ? Voilà, oui, donc c'est la dernière diapo. Donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une progression du fait maison, entre guillemets, plutôt cuisine d'assemblage, qui progresse. Vous avez évoqué tout à l'heure les périodes de confinement. Là, je vous ai sorti un petit graphique qui illustre effectivement le fait qu'on a davantage cuisiné, on a davantage consommé de produits frais bruts, dont les fruits et légumes frais. Daniel a évoqué une progression des achats pour la consommation à domicile d'environ plus 4% en volume. On a davantage acheté de produits type fait maison et de produits également tout prêts, mais de manière un petit peu moins importante en termes de croissance. Vous le voyez par rapport à la taille des bulles. Et donc, on a vu ces progressions au premier confinement, à l'entre-deux et puis au second confinement. En termes de critères d'achat, de critères de choix, la santé, eh bien, c'est le deuxième critère d'achat, deuxième critère de choix des Français post-période de confinement. Ce critère d'achat s'est renforcé. Alors, le premier critère d'achat, on a beaucoup parlé de l'accessibilité, c'est effectivement regarder les prix, regarder s'il y a de la promotion. Deuxième critère d'achat, on regarde si le produit est pour nous bon pour notre santé. Troisième critère d'achat, on achète pas mal de produits aussi par habitude. Quatrième critère d'achat, on va regarder les étiquettes, les origines, la composition des produits. Ce qu'on a pu observer ces dernières années et avant le Covid, c'est que la santé, eh bien, c'est la première inquiétude des Français. Cette inquiétude a pu se renforcer avec la crise sanitaire et le lien, la perception du lien alimentation-santé au niveau des Français s'est également renforcée post-crise sanitaire. Alors, les enseignements clés qu'on peut avoir au niveau des fruits et légumes, c'est que globalement, eh bien, les Français adhèrent aux recommandations du PNNS des 5 portions par jour, adhèrent au lien entre alimentation et santé, ont une forte confiance, toute cible de consommateurs confondus, jeunes et moins jeunes, ont beaucoup confiance dans la catégorie des fruits et légumes frais. Alors ensuite, eh bien, en termes d'éléments
distinguant les consommations. Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'âge, premier facteur discriminant de consommation, l'effet générationnel, l'impact des modes de vie, les connaissances. Madame a évoqué la pédagogie au niveau de la saisonnalité. Effectivement, plus on a de connaissances sur la préparation, sur les variétés, sur la saisonnalité, sur les modes de production, et plus on augmente notre consommation de fruits et légumes frais. Alors, j'ai oublié de noter la notion importante de plaisir, et vous l'avez évoqué. Effectivement, le plaisir, c'est aussi une notion qui est transversale et partagée par tous les consommateurs au niveau des fruits et légumes frais. Et plus on a de connaissances, plus on consomme de fruits et légumes frais, et plus le plaisir associé tend à progresser également. Vous avez aussi parlé de l'accompagnement, de la sensibilisation à la consommation de fruits et légumes dès l'enfance. Eh bien, effectivement, nos habitudes de consommation prises pendant notre enfance nous conditionnent, si je peux dire, pour notre consommation future, ce que nous transmettent nos parents, nos grands-parents pendant notre enfance en termes de préparation culinaire, d'intégration des fruits et légumes dans l'alimentation, eh bien, on le garde avec nous en grandissant. On a fait différentes études sur les catégories de peu consommatrices de fruits et légumes chez les enfants peu consommateurs, et on a pu observer effectivement à travers les études, eh bien, que les parents de ces enfants petits consommateurs étaient eux aussi petits consommateurs quand ils étaient petits, et petits consommateurs en devenant adultes. Donc c'est bien. Et je voudrais juste terminer. Oui, c'est bien une affaire de transmission. De transmission et d'éducation. Vous voulez terminer, allez-y, Dragana. Oui, juste un dernier point autour de 4 éléments clés autour de la consommation de fruits et légumes. On les a évoqués tous ensemble: la santé, l'environnement, le plaisir et l'accessibilité. Merci Dragana pour ce tour d'horizon très 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 complet. Charlotte Antreg, je vais terminer avec vous, puis après on va ouvrir le débat avec notre assistance, puisqu'on aura sûrement reçu des questions au regard de tout ce qu'on vient d'évoquer. Comment est-ce que vous voyez évoluer votre métier de primeur ? J'imagine que peut-être c'est autant il y a de la vente bien évidemment, mais il y a beaucoup de conseils finalement. Bien sûr, il y a beaucoup de conseils dans notre métier. Le questionnement et l'inquiétude qu'on peut voir auprès des consommateurs tous les jours. Moi, j'ai souvent des questions qui reviennent. C'est ils sont inquiets du fait de comment sont produits les produits qu'ils vont acheter, comment tout ça est travaillé, comment nous on les sélectionne. Donc c'est à nous, primeurs, d'avoir le rôle de faire le lien aussi avec les producteurs, d'aller les rencontrer. Donc c'est le rôle aussi, Interfel est très présent, hein, toute l'interprofession, pour bien évidemment tous nous mettre en lien. Et c'est vrai que j'essaie de me libérer tant que je peux pour aller au contact de mes producteurs et apprendre tout ça pour ensuite pouvoir donner tous ces conseils à nos clients et enlever toutes ces inquiétudes. Du coup, la formation, c'est une question clé aussi en ce qui vous concerne. Je pense à vous, primeurs, mais aussi peut-être au chef de rayon de la grande distribution. Complètement. Justement, en plus, avec notre CAP primeur qui a ouvert ses portes en 2018, c'est vrai que ça a donné un grand souffle au métier. Comme je dis, si j'avais eu ça étant plus jeune, j'aurais été la plus heureuse du monde, parce que on nous apprend vraiment le produit, toute la connaissance produit, parce que vous prenez, une poire, on vous apprend déjà l'histoire de la poire, sa saisonnalité, le nom de son arbre. Ça peut paraître tout bête, mais la plante, comment elle pousse. Nous, on va travailler sur des variétés en tant que primeur, sur des calibres, des catégories, ensuite la nutrition, des recettes. Voilà, tout ça est dans l'apprentissage du CAP primeur, des chefs de rayon aussi. On va aussi apprendre à concevoir des corbeilles de fruits, une forte demande dans tous nos rayons, de la fraîche découpe, c'est-à-dire des plateaux de crudité, des plateaux de fruits prêts à consommer. Voilà, tout ça fait notre nouvelle formation au sein du métier, et c'est vrai que ça donne un grand souffle. Et derrière ça, après, même si on n'a pas encore d'autres diplômes qui vont plus haut, mais dans la branche des fruits et légumes, vous pouvez accéder à une multitude de métiers.
On le voit, donc les chantiers sont nombreux, sont multiples. L'interprofession donc accompagne l'ensemble des opérateurs. Il y a toute une boîte à outils qui a été constituée par l'interprofession, qu'elle développe, je dirais, au fil du temps. Est-ce que selon vous, cette boîte à outils, on pourrait en dire deux mots, est-ce qu'elle vous paraît finalement appropriée, complète, pour vous permettre de communiquer positivement sur vos produits, sur votre métier? Oui, Interfel nous a mis à disposition une très belle boîte à boutique. On a tout d'abord une plateforme pour nous professionnels où on peut commander plein de recettes qu'on met à disposition de nos clients, en plus de celles qu'on teste nous-mêmes. Voilà. Ensuite, vous avez le site des fruits et légumes frais qui a été remis à jour. Allez le visiter. On peut citer l'adresse, hein, donc bien sûr. Les fruits et légumes frais.com, c'est ça? Exactement. Où vous avez des menus toutes les semaines qui sont mis en place avec vos courses à faire, par exemple. Vous avez la semaine. Voilà, le panier de la semaine. Saisonnalité, du coup. Oui, la saisonnalité. Vous pouvez aussi en apprendre plus sur les différents maillons de la chaîne, de la filière. Allez visiter ce site parce que franchement, il est formidable. Il est formidable. Oui, pour les diététiciennes aussi. Voilà, par les diététiciennes, ouais. Et vous avez plein de conseils. Avec des conseils sur comment bien acheter, comment bien conserver ces fruits et légumes. Exactement, la nutrition, tout ça. Merci Charlotte pour cette dernière prise de parole. Nous sommes presque rendus au terme donc, de ce débat. Et je vous propose, donc, pendant les minutes qui nous restent, de prendre les questions de nos auditeurs. Alors, comme je ne sais pas si je l'indiquais, mais on a reçu des questions en amont du débat, au moment de l'inscription sur le débat. Donc, on a des questions qui nous sont parvenues par mail. D'autres nous sont peut-être parvenues par SMS. On va peut-être commencer par celle-là. Donc, Eric, mon collègue, nous rejoint pour nous faire part justement donc, de ces questions reçues par SMS. Eric, si tu veux bien, et nos invités se feront un plaisir d'y répondre. Absolument. Alors, la première question, elle est assez simple finalement. Comme on parle beaucoup de bases scientifiques, vous savez, on est à une époque où on affirme beaucoup de choses et on se réfère souvent à des bases scientifiques. Mais y a-t-il une base scientifique, et si oui, laquelle, sur la recommandation, la fameuse recommandation des 5 fruits et légumes par jour? Y a-t-il une recommandation scientifique, une base scientifique qui permet d'affirmer qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Saisissez-vous du micro les uns les autres, je vous en prie. Moi, je ne suis pas scientifique, mais en effet, il y a une base scientifique. Et je pense que notre public peut aller, en plus du site Les fruits et légumes frais, peut aller sur le site de l'Aprifel, puisque c'est notre agence d'information scientifique qui réunit à la fois des scientifiques, mais également des consommateurs. On a vraiment un panel indépendant de production d'informations sur ce que sont les fruits et légumes, avec une base scientifique extrêmement forte. Et donc, je ne peux que conseiller les consommateurs d'aller voir toutes les références scientifiques qui justifient cette préconisation. Aprifel, donc. Aprifel, on le note en effet. Deuxième question. Vous avez beaucoup parlé les uns les autres de qualité. Ce mot, il est aujourd'hui très souvent employé. Il est utilisé par le grand public. Il est utilisé également dans les présentations que l'on a vues. Comment définissez-vous les uns les autres la qualité pour les fruits et les légumes? Comment pouvez-vous assurer un maintien de la qualité, quelle que soit sa définition, et ce, compte tenu du nombre d'intermédiaires très importants qui peuvent être impliqués dans la filière? Charlotte, peut-être? Oui, alors bien sûr, mon collègue producteur pourra aussi répondre, car c'est bien parce que comme ça, il y a le producteur, on a le primeur, c'est formidable. À la base. Mais c'est vrai qu'en sélectionnant les produits tous les jours, alors on travaille bien évidemment en confiance avec les producteurs et le grossiste, mais pour nous, par exemple, à l'œil, tout de suite, on va voir c'est un produit, comment il est. Enfin, je sais que je suis vraiment en lien avec les produits, donc je vais voir, on va goûter, bien sûr, et tout ça va faire qu'on va voir si le fruit et légumes est beau. Moi, je vais vous parler en producteur. Oui. Si jamais je n'ai pas la qualité suffisante attendue par mes clients, eh bien, je ne vends pas. La qualité, donc, depuis ce que vient de dire Charlotte, qui a un œil d'expert, qui va sentir si ce produit, elle se met à la place du consommateur, elle dit ça, je sais que c'est bon et je vais pouvoir le vendre. Mais remonter jusqu'au producteur, vous voyez, c'est une exigence, c'est le quotidien de toute la filière. C'est-à-dire, le grossiste, lui, va mettre un point d'honneur donc à bien sélectionner son produit et de faire attention à son stockage pour pouvoir ensuite le vendre au primeur pour que le primeur ait encore du succès auprès du consommateur. Et c'est une chaîne un peu informelle et moi je trouve que c'est un miracle permanent
que d'avoir chaque jour sur nos étals des fruits et légumes de qualité quand on sait la complexité logistique qu'il a fallu assurer depuis le champ du maraîcher, le verger de l'arboriculteur jusqu'au rayon. Dernière question avant de passer aux questions des internautes. Est-ce que selon vous, et je vais peut-être demander à notre primeur de bien vouloir répondre, mais selon vous, est-ce que les végétariens et les véganes contribuent-ils à une évolution de la consommation à la hausse des fruits et légumes? Est-ce que très concrètement, chez vous, les uns les autres, vous avez de nouveaux clients, entre guillemets, ou des clients qui, finalement, parce qu'ils ont changé leur mode d'alimentation, ou parce qu'ils sont convaincus d'un autre mode d'alimentation, augmentent sensiblement vos paniers moyens? Oui, bien sûr, on le voit, que cette nouvelle génération végétarienne, végane, viennent justement sur des étals spécialisés pour pouvoir faire un assortiment pour le repas. Et ce qui est ce qui m'intrigue toujours aussi, enfin ce que j'adore, c'est qu'ils nous apprennent des choses, parce que entre les légumes, les légumineuses, c'est impressionnant tout ce qu'ils peuvent faire. Vous partagez cet avis? Oui, je suis convaincu que ceux qui ont fait le choix d'être végétariens, forcément, et ils sont, semble-t-il, de plus en plus nombreux, oui, évidemment, participent à l'augmentation. Donc on n'est pas rendu comme au Punjab à être tous végétaliens, mais je ne sais pas si ça arrivera un jour. J'ai des amis là qui représentent le monde de la viande, donc on est flexitarien, c'est-à-dire qu'on on améliore la qualité de la viande consommée et on met quand même des légumes à côté. Moi, j'avais un oncle quand j'étais gamin, quand on lui parlait de fruits et légumes, il disait « moi j'aime bien les légumes rouges ». La viande. Donc progressivement, on met de plus en plus de vrais légumes en accompagnement de la viande. Merci beaucoup. Philippe, Alors, reprenez la main pour d'autres questions. Nous sommes parvenus par mail avec quelqu'un qui habite, semble-t-il, une grande ville et qui nous demande comment est-ce qu'on peut faire quand on habite en ville pour acheter directement auprès de l'agriculteur. Alors la question s'adresse tout autant à Daniel, qui est producteur, mais qui est également à la tête de magasins de producteurs, mais aussi à Charlotte, parce que bon, Charlotte, elle s'approvisionne aussi auprès d'agriculteurs, donc c'est peut-être un bon moyen. Je crois que vous avez donné la réponse. En fait, Charlotte, elle est si près du producteur que quand on va chez Charlotte, on est chez le producteur. À mon sens, il faut accepter cette idée que la proximité, elle passe par quelqu'un qui met en marché, qui va sélectionner le produit, qui l'amène. Mais si on veut aller chez le producteur, il faut faire un peu plus d'efforts. Il faut prendre sa voiture, il faut peut-être avoir une empreinte carbone qui va peut-être pas être trop tolérée, parce que si je dois aller chercher mes carottes chez l'un, mes fruits et légumes ailleurs, je vais faire beaucoup de kilomètres. Alors, on a inventé un truc très simple qui est toute une chaîne qui va du producteur en passant par le grossiste, en passant par et qui fait que toute cette chaîne logistique fait qu'on fait des assemblages et on a l'optimum du coût carbone pour aller du producteur jusque dans l'assiette du consommateur. Donc j'aimerais que quelque part, des fois, les politiques s'intéressent à venir voir cette complexité et vouloir remplacer cette complexité en disant il faut qu'on invente quelque chose de nouveau, qui serait une plateforme qui mettrait en relation le producteur avec Ça existe, ça marche. Il faut avoir l'humilité de regarder comment ça se passe. Et est-ce que la meilleure garantie de qualité, ce n'est pas encore la relation de confiance qui peut s'instaurer entre un primeur et son client, un boucher et son client? C'est ce que je dis tous les jours. Nous déjà, pour commencer, pour sélectionner le produit, on est en confiance, on travaille vraiment en confiance avec les producteurs, avec aussi les grossistes qui vont travailler avec des producteurs. Il y a vraiment toute cette chaîne à respecter. Et de là, votre client, il a confiance en vous. Si vous lui engagez de la qualité derrière, un bon relationnel, un bon conseil, un bon sourire, voilà, il n'y a pas de souci. Eh bien, on va terminer donc ce débat sur ces mots. Merci à tous nos invités. Merci encore au directeur donc, du lycée agricole, donc Jacques Ferrand, et toute sa communauté éducative pour leur accueil et la qualité des installations qui ont été mises à notre disposition. Je vais laisser, donc je crois, on a la chance d'avoir avec nous le président du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Vous l'avez vu tout à l'heure en introduction. Je crois qu'il va nous dire un mot en guise de conclusion de cette série de débats, de cette édition 2021. Dominique, si tu veux bien. Oui, mais très simplement, remercier plusieurs personnes et, au terme de cette semaine. On est au lycée, je voudrais remercier le réseau Réana qui a été un partenaire important pour accueillir tous ces débats. Donc voilà, c'est à l'occasion de la Nouvelle-Aquitaine que s'est formé ce réseau. Ça nous oblige à bouger dans un périmètre beaucoup plus large. Et on a
mesurer l'étendue de l'Aquitaine cette semaine parce que je félicite aussi et je remercie l'équipe technique qui a suivi cette semaine. C'était quand même un peu harassant. Il y avait de grandes parties de nuit en déménagement à démonter, remonter tout le matériel. Je remercie au travers vous tous les intervenants et particulièrement aujourd'hui, on avait le producteur, on avait la maraîchère et un représentant des consommateurs. La primeur, oui. Et un représentant des consommateurs. Et je crois que ça illustre bien la volonté du salon de faire en sorte que tous les maillons de la chaîne, y compris le consommateur, discutent ensemble. Et je voudrais remercier tout particulièrement le représentant du consommateur. On voit tellement de bêtises dans beaucoup de médias de gens non formés. Vous avez un rôle essentiel dans cette formation, dans la prise en compte des problèmes, dans le traitement des problèmes et dans la pédagogie à mener, y compris aux plus démunis dans votre cas. Mais je crois que c'est en discutant tous ensemble qu'on va contribuer à changer les choses. Et enfin, cette semaine, je voudrais corriger Éric Dournès, cette semaine d'agriculture n'est pas terminée. Demain, on sera en Corrèze sur un concours des saveurs des produits corréziens. Donc on va rester en Corrèze, mais on va aller à Tulle, monsieur le directeur, au conseil départemental de Tulle. Et on finira vendredi et samedi à Bordeaux, place des Quinconces, sur un marché des producteurs de pays pour enfin rentrer dans du concret après cette semaine un petit peu trop sur Internet où on n'a pas pu goûter les choses et rencontrer les gens en vrai. Je remercie enfin le public. Vous avez été beaucoup plus nombreux que l'an dernier à nous suivre. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de vos réactions, des débats. Et je crois que la manière de nouer le lien de cette manière-là, je vais dire un mot qui va fâcher certains, mais grâce au Covid qui nous a obligés à changer notre manière de faire, on a contacté un peu tous les néo-aquitains, entre autres, et le Salon de l'agriculture a tiré un grand bénéfice à intéresser toutes les parties de la région, tous les consommateurs où qu'ils soient, tous les territoires. Voilà. Et le dernier remerciement, je le ferai aux organisations qui nous ont soutenus. Vous les avez derrière nous avec leur logo. Et remercier également les organisations agricoles qui comprennent que c'est tous ensemble qu'on peut communiquer et changer les choses vis-à-vis du consommateur, expliquer les problèmes de l'alimentation, expliquer les problèmes du rural. On avait un débat aujourd'hui sur le signe qualité organisé par l'agence alimentaire d'Aquitaine, que je remercie d'avoir inscrit ce débat dans cette semaine en tant que co-organisateur. Tout comme je les remercie pour le marché des producteurs et des produits d'Aquitaine de vendredi et samedi. Ce sera le point d'ordre d'une semaine qui, j'espère, aura amélioré la perception de l'agriculture par tous nos concitoyens. En tout cas, merci à tous et à l'année prochaine, j'espère, avec beaucoup plus de présentiel que cette année.